Au début, on a juste dit, bon, ils nous ont vu faire pendant 2 ans, eh ben, ils vont faire comme nous. Bah, en fait, non. C'est le perso qui a dicté le pro et pas l'inverse. Ok. Et là, maintenant, l'approche, elle est un peu différente. On laisse plus de place et du coup, on se rend compte que ça a produit des bons effets. En préparant le podcast, on a discuté ensemble et tu m'as dit qu'en fait, généralement, créer un établissement de loisirs, ça se fait en 2 étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer ces 2 phases? Et ça, si c'est ton premier local, bah, Ouais. on a perdu, je crois, au total, peut-être 8 mois. Ok. Donc, on a payé 8 mois de loyer dans le vent. Et ça, si c'est ta première boîte, bah, c'est rideau. Tarek, ça fait 15 ans qu'il est entrepreneur. Il a 4 établissements dans le loisir, dont le plus grand Escape Game de Bordeaux, Escape Hunt. Il a aussi d'autres espaces de loisirs comme Virtual Room, un jeu collaboratif en réalité virtuelle, Urban Quest, un jeu de pistes connectées dans 35 villes en France. Et en 2022, il s'est lancé dans une nouvelle activité avec ses associés, Rush Action Game, un concept innovant avec 10 défis physiques et tactiques à la Fort Boyard. Chacun de ces établissements font entre 200 000 € et 1 million de chiffre d'affaires et aujourd'hui, il est à la tête d'une équipe de 15 salariés. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Tarek, Salut Nico. je suis super content de te recevoir dans le podcast Sous le capot. Je te propose direct de rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec une question qui obsède un peu tout le monde actuellement. Je pense que toi aussi on te la pose souvent ou tu te la poses aussi souvent. Comment Tarek, toi tu utilises l'IA dans ton quotidien? Très bonne question. Effectivement, elle nous obsède aussi, nous, avec Jean-Baptiste, mon associé, parce qu'on se dit à chaque fois qu'il peut y avoir des opportunités justement pour mieux gérer nos structures. Le premier point, c'est nous voir ça comme un assistant. Ouais. Nous, on a beaucoup de tâches de veille, beaucoup de tâches aussi de création de contenu. Ouais. Donc, on utilise beaucoup pour faire notre création de contenu sur LinkedIn notamment. Ok, ouais. Et on essaye maintenant, la difficulté, c'est comment on arrive à le plugger dans les équipes en dessous de nous, Ah, ok, sur les ouais. tâches opérationnelles, avec la tentation de vouloir en mettre de partout. Ouais. Mais en fait, c'est peut-être pas bon et Ouais, judicieux d'en ouais, mettre de c'est partout. Donc, un des exemples qu'on essaie de faire maintenant, c'est mes équipes, quand elles ont des nouveaux jeux installés dans les salles de jeu, notamment pour la partie Escape Game, c'est de s'affranchir du côté j'ai besoin d'être graphiste pour te proposer ok, une planche avec un nouveau design qu'on mettrait dans les salles. Bah, du coup, maintenant, avec ChatGPT, ça nous permet potentiellement de déléguer la création des planches, de visuels en gros de ce qu'on va mettre dans les salles aux équipes en dessous. Ok. Qui avant n'était pas forcément possible, où il fallait faire appel à un prestat extérieur. Ouais, ouais. Donc du coup, on essaie de, tu vois, de mettre des briques comme ça, mais Ok, ouais. un peu sur les postes en dessous des managers, quoi. Ok, ouais. Ouais, du coup, en fait, si je comprends bien, vous les sensibilisez à ça. Et en fait, Ouais. vous leur dites à vos équipes, bah voilà, dès que. Parce que j'imagine vous devez changer les jeux, c'est ça, tous les 6 mois ou tous les 1 an, vous changez les jeux. Il y a cette problématique-là de changement de thème complet, mais Ok. ça peut être aussi beaucoup de l'amélioration continue. Ok, ouais. Tu vois, Escape Hunt a 10 ans, il y a un thème, par exemple Jack l'Éventreur, ça fait Ouais. 10 ans qu'il est sur le marché à Ok, Bordeaux, ouais. mais la version 1 qu'on proposait il y a 10 ans avec 3 cadenas et 2 feuilles de papier, elle est plus au niveau. Donc en fait, c'est déjà peut-être la V12, V13, Ok. et ça, on le confie beaucoup maintenant à nos équipes. Et Ok, du coup, ouais. pour installer des jeux, c'est sûr qu'avant, pour la partie conception, bah, c'est cool d'avoir des outils comme ChatGPT pour Ouais, ok. préparer quelque chose, nous le montrer, le valider, Ouais, et ça ok. permet de gagner du temps. Ok, ouais, ouais. Ouais, du coup, en fait, vous sortez vos jeux beaucoup plus rapidement. Du coup, j'imagine avant, ça mettait beaucoup plus de temps. Ça mettait plus de temps et on avait la tentation de se dire ah ouais, mais il faut peut-être des pros qui vont nous faire tout un montage, toute une Ouais. organisation 3D. Et là aujourd'hui, bah, ça veut dire que nos employés, sans forcément des grosses compétences de graphisme ou technique, peuvent mettre en image une idée, Ouais. me la proposer et on a un circuit de décision qui est vachement plus court. Ok, ouais. Bon, super, super intéressant. Euh, On va faire un flashback. Ouais. Bah, comme tu sais, dans le podcast, on explore l'organisation des boîtes qui cartonnent. Et j'aimerais qu'on revienne un peu au début pour comprendre en fait, comment on crée un établissement de loisirs et quelles sont les différentes étapes de création. En préparant le podcast, on a discuté ensemble. Ouais. Et tu m'as dit qu'en fait, généralement, créer un établissement de loisirs, ça se fait en 2 étapes. En 2 phases, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous expliquer ces 2 phases? Ouais. Alors en fait, la première phase la plus difficile, c'est trouver le bon local. En gros, n'importe quel concept, tu peux le préparer dans ta tête, faire un business plan, ça va assez vite et 90% des gens vont arriver à cette étape-là. Et comme pour les extraterrestres, le grand filtre, celui qui flingue tout le monde, en gros, bah, c'est la partie locale. Parce qu'il y a énormément de contraintes en France. Je ne sais pas si tu connais les normes ERP, ERP donc, pour les personnes. établissement recevant du ouais, public. c'est vrai. Et donc, du coup, tu as 5 catégories. Mais même étant en 5e catégorie la plus faible en termes de ce qu'on va te demander en gros comme norme, bah, en fait, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas forcément prévoir et savoir. Il ne faut pas être à moins de 100 mètres
d'un établissement style formation, d'une école, d'un cimetière, si tu veux D'accord, vendre des ok. boissons, ça Ouais. faut le savoir. Il y a des histoires d'issues de secours, il y a des Ok. unités de passage, il y a tout ce qui va être le ERP, les fauteuils roulants. Ouais, Donc ok. comment tu accueilles au moins une partie de l'activité ou la partie accueil juste simple de ton local. Il faut que quelqu'un en situation de handicap puisse rentrer. En fait, je te dresse pas la liste Ouais, parce ouais. que je pense que sinon Il y les a gens vont dormir en énormément de regardant ça. critères, quoi, ouais. Mais il y a énormément de critères et pour qu'un local coche toutes les cases, en plus de ta situation géographique que tu souhaites et du loyer, bah en fait, c'est très très compliqué de trouver un local. D'accord. Ok. Du coup, c'est plus complexe que par exemple, j'imagine une boutique, un commerce. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et donc ça veut dire pour la petite histoire, sur Escape Hunt, donc le premier local, on le trouve, il est à côté de la gare Saint-Jean. Ouais. Magnifique, un grand 500 mètres carrés sur 2 niveaux, assez facile à travailler. Donc là, tout se passe bien, on fait les demandes, tout est accordé, on travaille, on y va. Le deuxième, à Tourny, donc plein centre-ville, on le prend, l'architecte qui nous accompagne fait une dérogation, on dit bah, là, sur ce local-là, il y a peut-être ça, mais vous inquiétez pas, on fait un dossier. Donc du Ok. coup, tu es en attente après d'une validation potentiellement de la mairie ou de la commission. Et le dernier jour, au bout de 3 mois de délai légal, le dernier jour, on a un recommandé à 18h qui nous dit que c'est pas bon. Mais c'est pas bon, j'ai pas eu le temps de lire, donc du coup, j'ai pas lu les recommandations et tu repars sur 3 mois. Ah Et ouais, ça, ok. si c'est ton premier local, bah, Ouais. on a perdu, je crois, au total, peut-être 8 mois. Ok. Donc on a payé 8 mois de loyer dans le vent. Mais ça, si c'est ta première boîte, bah, c'est rideau. Bah ouais, Donc c'est-à-dire ouais. que tu as commencé une activité et par le local, tu n'as même pas pu lancer en vrai ton Ok, ouais. activité. Du coup, ça veut dire que maintenant, vu que toi, tu lances d'autres activités, Ouais. j'imagine que en fait, maintenant, c'est hyper clair. Enfin, tu as un espèce de process, j'imagine, de Ouais. tous les critères que tu as respectés et que tu as appris au fur et à mesure. Bah, C'est ça tu déroules ton parchemin, tu as Ouais. une checklist de peut-être 15 points. Ok, Et, ouais. et encore que, même avec Rush Action Game, là, Ouais. le tout dernier, nos associés ont des problèmes de voisinage. Donc même si tu as fait toute ta D'accord, ok. checklist, on est en centre-ville, bah, du coup, niveau du bruit, alors qu'on gère tout au niveau des sonorités, des tests qui sont faits, bah, tu as quand même des gens qui peuvent t'embêter. Quoi. Ok. Ouais. Donc, une fois que tu as le local, que j'imagine, il me semble que vos premiers escape games, vous les avez fait vous-même en plus, vous avez fait les travaux avec JB, non? C'était Bien ça? renseigné. Ouais, on a fait 95% des travaux nous-mêmes. Ok. Donc, honnêtement, le rendu pour des gens qui n'avaient jamais bricolé de leur vie était cool. Maintenant, si tu joues ça actuellement, c'est nul. Et donc, comme je te disais, après a été rajouté beaucoup de mécanismes électroniques. Parce qu'il y a 10 ans, l'escape game en France, c'était des cadenas, des énigmes papier. On était vraiment sur un truc très simple. Ok. Et du coup, une fois que tu as ton lieu, tu as ton jeu, Ouais. du coup, comment ça se passe? Au bout de combien de temps, généralement, tu sais, j'imagine c'est aussi des questions de rentabilité. Est-ce que tu mets un nouveau jeu ou pas? Ouais. Est-ce que c'est quoi au bout d'1 an, au bout de 2 ans? Comment tu... Ouais. Bah, sur quasiment tous, on a observé qu'en une année, on atteint à peu près 70 à 80% Ok. du chiffre d'affaires qu'on pourra réaliser au maximum. En gros, tu as une sorte de plafond de verre Ouais. et tu l'atteins en général en année 2. Ok. Et du coup, la première année, c'est ta grosse phase de croissance, de comme partout. Tu n'as même pas le temps de mettre en place des process. En gros, l'idée, c'est Ouais. de monter la sauce au maximum pour avoir le plus de fréquentation Ok. et de voir quel est ton max de fréquentation. Et en étape 2 après, en fonction de ce max de fréquentation que tu entrevois, l'année 2, tu structures. Ok. Et du coup, sur la partie, en gros, tu dis que tu as un plafond de verre. Ouais. C'est quoi? En gros, tu as un nombre de salles et tu sais que tu peux le remplir, je sais pas moi, je sais pas, sur un escape game, tu peux en remplir, je sais pas moi, je dis n'importe quoi. Tu as 2 salles et Ouais. en fait, maximum, tu peux en faire, je sais pas, 10 par jour et du coup, tu C'est ça. multiplies et du coup. Et tu fais ton taux de remplissage. Ok, Le ouais. gros problème au début, quand tu lances, c'est que tu as l'impression que même avec, par exemple, 8 salles, tu te dis, ah, c'est que 8 salles, mais en commençant à 10h du matin et en finissant potentiellement à minuit, fois 8 salles, en fait, tu as quasiment entre 70 et 80 créneaux journaliers. Ouais. Et toi, tu te dis, oh, bah, on va forcément tu prends d'autres schémas comme la restauration ou autre, mais en fait, qui sont ouverts que sur des temps très courts. Ouais. Bah, si on est rempli à la moitié, c'est bien. Mais déjà, être rempli à la moitié tous les jours, Bah, surtout c'est qu'en monstrueux. semaine, j'imagine, tu as peu de gens qui vont Exactement. faire un jeudi après-midi. C'est ça. Donc, c'est ça le gros danger des BP quand tu fais des business plans sur le loisir, Ouais. c'est de mettre des taux de remplissage à 40, 50%. La réalité, c'est qu'en fait, il y a plein de moments creux dans la semaine, mais c'est pas grave. Ils peuvent être complétés par le team building, par Ouais, d'autres ok. choses. Mais en gros, il faut savoir que le week-end, samedi, dimanche, égale le reste de CA que tu vas faire dans la Ok. semaine. Ok, donc en gros, si je comprends, la première année, tu fais surtout énormément de com pour Ouais. remplir au maximum, faire en sorte Ouais. que les gens viennent, qu'ils en parlent, Pour qu'ils voir soient satisfaits. où est ta jauge à peu près, max. Pour Ouais. où est ta jauge. Et du coup, généralement, tu regardes qu'il y ait le moins d'écart possible avec le BP, non? Enfin, vous étiez comment? Vous aviez visé juste ou... Alors, sur le premier Escape Hunt, on Ouais. a visé juste parce qu'on a la chance d'avoir un business où tu vois les résas des autres. Ok, Tu vois, tu peux, sur n'importe quel site de résa en ligne, d'un escape game ou autre,
En fait, les créneaux sont dispo et il y a marqué complet ou pas complet. Oui, Donc, il ok, suffit ouais. que la veille, alors tu as un petit taux d'écart parce qu'il peut y avoir de la résa de dernière minute, Oui, ouais. de la résa au téléphone, ou même le gérant qui fait des blocages de salle, mais en fait, il n'y avait pas des résas, c'était pour des travaux ou autre. Ouais, ok. Mais en gros, c'est magnifique parce que tu as 80-90% du CA de tes concurrents. Donc, tu D'accord, sais ouais. combien ils Ouais, font. ouais, ouais. Donc, au début, venant de Paris, le concept, on n'a eu pas trop de mal à être à peu près proche de ce qu'on avait prévu en business plan. On était peut-être à 5%, 10% d'écart. D'accord, ouais. Mais par contre, c'est quand tu fais le schéma inverse de dire, bon, l'escape game, on a ce chiffre d'affaires-là sûr. Si on faisait de la réalité virtuelle, ben en fait, c'est encore un sous-marché. Donc Ok. là où on a fait une erreur, c'est que par exemple, pour Virtual Room, on avait fait un BP beaucoup trop ambitieux. Mm. Donc ça va, maintenant, on peut se rattraper. Mais au début, on a calqué juste les chiffres en disant escape game égale réalité virtuelle. Et en fait, ça n'a pas été exactement le même ratio de Ok. remplissage. Ok. Et du coup, donc tu as ta première année, tu connais ton taux de remplissage. Et Ouais. du coup, après, tu travailles plus sur la rentabilité. C'est ça sur la deuxième, sur les deuxièmes années Ouais. où tu me disais justement, tu processes un peu. Ouais. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir à Escape Hunt, la première, voire les 2 premières années, on était 3 associés et on a rempli tous les rôles au début. Ouais, ok. On était même derrière les casques, tu vois, à surveiller les parties, à faire Game Master, Ouais. le fameux métier de surveillance Ouais. des parties. Et on faisait tout, on faisait l'accueil, parce qu'on voulait comprendre comment fonctionnait l'établissement avant de potentiellement déléguer. D'accord. Tu vois, un peu comme les grandes marques, style les usines de voitures, qui, quand tu es manager, en fait, tu fais la chaîne et tu Oui, fais c'est toutes ça, les ouais. étapes pour être après en mesure de donner des ordres. Là, c'est pareil, quoi. Ok. Et du coup, suite à ça, vous êtes dit, à ce moment-là, vous êtes dit, ok, on connaît notre BP, on sait que notre remplissage il est de temps. Du Ouais. coup, maintenant, on peut embaucher. C'était ça un peu la réflexion ou comment? Ouais, on a commencé les embauches pour surtout nous remplacer, nous, déjà à l'accueil. Et déjà pour éviter de faire des 90 heures semaine et les week-ends. Ouais, ouais. Donc on a fait ça et comme ça, ça nous a permis après de nous dédier sur les fonctions support. Ok. Et du coup, comment vous avez géré justement tout ce côté, enfin c'est souvent une question qui revient, sur la délégation pour vous assurer que bah voilà, votre qualité de service, si on peut l'appeler comme ça, bah, elle soit la même, que c'est vous qui avez... Si c'est vous qui faisiez ce rôle-là, quoi. Ouais. Alors déjà, est-ce qu'on l'a bien fait au début? Non. Je pense pas. C'est d'ailleurs les trucs les plus durs à faire, je trouve, c'est gérer correctement le fait de déléguer, de rendre autonomes les gens. Parce que c'est différent de donner une tâche et de vraiment déléguer, quoi. Ouais. Donc du coup, au début, on a juste dit, bon, ils nous ont vu faire pendant 2 ans, eh ben, ils vont faire comme nous. Ok, ouais. En fait, non. Ça marche Ouais, pas ouais, comme ça. Et après, on a eu une phase aussi, on était trop, je trouve, dans potentiellement le contrôle. Donc juste être là avec ta petite réglette à la fin, dire ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Et là maintenant, l'approche elle est un peu différente. On laisse plus de place et du coup on se rend compte que ça a produit des bons effets puisque notre staff est de plus en plus autonome. Et on a même, incroyable, au bout de 10 ans, des bonnes surprises de je rentre dans le local, ah mais ça a été fait et c'est une très bonne idée et ça a été fait, tu vois. Ouais. Donc très compliqué au début parce qu'au début on s'est juste dit voilà, il y aura de l'imitation. Alors qu'en fait, il fallait prendre le temps de former. Et un truc que toi, tu fais dans ton métier, c'est créer une bible aussi de l'organisation interne. Ouais. On a beaucoup trop tardé, donc on l'a fait sous Notion, d'avoir une référence. Tu as une question sur n'importe quel sujet de la boîte, il faut que ça soit écrit noir sur blanc quelque part. Si c'est transmis oralement, ça n'a pas de valeur. Ouais. Et comment vous y êtes pris pour justement créer cette Bible, comme tu l'appelles? Ouais. Vous avez fait ça au fur et à mesure, vous vous êtes dit, vas-y, maintenant on prend toutes les étapes les unes après les autres et on remplit ça. Enfin, alors j'ai fait le squelette et après en fait chaque employé dans la structure est responsable d'une partie du squelette. Ok. Et donc c'est lui qui est censé l'alimenter avec pour objectif quand il y a des passations ou des stagiaires ou des gens qui viennent temporairement qu'ils puissent de zéro juste lire ça et plus avoir besoin de passer par JB ou moi, mon associé, pour avoir les informations. Ok. Et du coup, toi, tu as mis ce squelette en place. Et après, si je comprends bien, tu as une personne qui est à l'accueil, c'est elle la responsable de l'accueil. Ouais. Du coup, c'est elle qui remplit exactement. Tu as un game master, lui, il remplit exactement et tout ça, quoi. Alors, il se réfère à ça. Ça fait plutôt guide de formation. Après, sur les choses à renseigner au quotidien, on a plutôt un système de résa où des choses vont être mises dedans de manière régulière. Et après, il n'y a pas forcément beaucoup de stats et d'infos qui est remonté par les équipes. C'est plus comment suivre le process. Et où sont les informations ou les documents nécessaires pour René, quoi. Ok. Et du coup, comment tu gères justement ce côté où, comme tu disais, à la fois délégué, il ne faut pas être non plus avec la petite réglette derrière. Comment justement tu laisses de l'autonomie quand même? Enfin, comment tu gères justement un peu ce... Enfin, c'est un équilibre à trouver. Il n'y a pas de... Enfin, justement, c'est plus échanger avec toi et de voir comment toi tu gères ça. Au début, en fait, on faisait des réunions mensuelles qu'à 2 avec Jean-Baptiste. Et en fait, on a vu que c'était une erreur. Donc, on a
convier toutes les équipes Ok. à ces réunions mensuelles. Et au lieu de juste qu'elles soient spectatrices de ce qu'on va raconter, bah voilà, donc on fonctionne avec les OKR. Ouais. Donc, voilà la partie marketing. Alors écoutez bien ce qu'on va dire avec JB. Voici ce qu'on a fait ce mois-ci. Donc du coup, on a essayé petit à petit de leur donner des bouts de ces OKR. Ouais. Et donc du coup, maintenant qu'ils sont responsables, donc, non seulement ils font du reporting, donc ça engage quand même mine de rien pour pas passer pour un con, excuse-moi, entre guillemets, devant tout le monde, dire ah, putain, moi j'ai rien fait ce mois-ci. Donc il y a ça, il y a déjà à eux de remplir parce qu'il y a des choses qui sont attendues de leur part. Et il y a des actions aussi qui sont attendues de leur part et qu'on attend un débrief du coup une fois par mois. Une fois par mois. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, vous avez les OKR au trimestre que vous déterminez au trimestre. Et après, tous les mois, vous faites une réunion en Alors, interne ou comment on vous le fait faites-vous? Pas forcément au trimestre, Ouais. on les définit en début d'année. Ok. Et après, ils sont mouvants. Donc, Ok. à chaque réunion, par contre, tu vois, en fin de réunion, on se demande si l'OKR numéro 3, qui résulte 8, c'était, je sais pas moi, envoyer 3 newsletters par mois. Si on se rend compte qu'en fait, ça a plus de sens ou c'est pas assez performant, on est en mesure de le changer. On n'attend pas forcément le trimestre. On essaie de le faire tous les mois, Tous les mois. soit en dégager certains, parce qu'ils sont plus pertinents, Plus pertinent. soit en essayer d'en ajouter. Ouais. Ok, mais du coup, tu as quand même tes objectifs à l'année où en fait, tu sais exactement où tu veux aller, quoi. Ouais, C'est mais alors les objectifs chiffrés, par exemple, tu vois, ils sont pas forcément communiqués, partagés avec le staff. Ok, d'accord. Pas forcément avec tout le monde. Ouais. Mais avec JB, ouais, on a, nous, on sait notre point mort exact Ouais. et on sait le chiffre d'affaires attendu mois par mois ou au trimestre ou à l'année. Ok, hyper intéressant. Et du coup, sur la partie recrutement, justement, à un moment, tu me disais justement que vous avez recruté trop tôt un manager, parce que justement, il y a souvent un peu cette tension entre, voilà, on recrute des personnes pour gérer l'opérationnel, et puis à un moment, tu dois mettre un middle management en place. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux... Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix et au final te dire, en fait, finalement, c'était un mauvais choix d'embaucher ce manager? Bonne question. En fait, déjà, je pense qu'il était presque trop bon pour le poste, dans le sens où en fait, il est arrivé à un moment où on avait déjà mis beaucoup de choses en place. Ok. Et en fait, lui, il s'attendait potentiellement aussi à mettre beaucoup plus sa patte et justement à construire les systèmes dans le grand système. Sauf qu'en fait, il est arrivé, c'était déjà un peu en place. Donc du coup, après, on a manqué même de possibilités de le faire évoluer, que ça soit d'un point de vue salarial ou même tâche. Et donc du coup, il commençait à tourner en rond. Donc ça a été un peu l'erreur qu'on a faite, c'est de le recruter à une étape où en fait, il était arrivé presque trop tard. Et du coup, là, pour la boîte en question, c'est Virtual Room. On a maintenant plutôt un management à plat, où on a des co-managers qui vont chacun avoir une responsabilité spécifique. Ils ont un tronc commun, ils sont tous en mesure de faire en sorte que l'établissement fonctionne sans nous. Mais par contre, un a une teinte finance, un va avoir une appétence plus pour la com, c'est lui qui va la gérer. Et donc comme ça, ils peuvent quand même tous être à l'établissement, ça se passe, et avec chacun leur petite la spécificité. Et du coup, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, dans le sens, le responsable hiérarchique, c'est du coup toi ou ton associé JB ou comment Alors tu vois, comme d'hab, tout évolue. À la base, c'était ça le principe. Ouais. Et récemment, on a dû faire un choix parce que de leur aveu, à la fin, quand il y a des réunions à 3, il y avait possiblement des problèmes pour trancher. Parce que justement, nous, on n'avait pas dit spécifiquement que s'il fallait trancher, c'était potentiellement c'était un tel ou un tel. Donc, par l'expérience et même en demandant à chacun qui vous verriez un peu au-dessus juste pour trancher s'il y a débat, tout le monde a été d'accord pour dire que c'était la personne, la même. Donc, on a fait ce choix et donc on a un petit rendez-vous spécifique avec cette personne-là pour débriefer de l'ambiance générale de la boîte. Comme ça, on a une petite soupape et on a un cran au-dessus, elle, qui est en capacité, si jamais il y a blocage, de pouvoir débloquer les situations. Et pas tout le temps pour des sujets basiques, dire et au fait, les associés, on a besoin de vous parler, on a 50 €, il faut acheter ça, il y a tel truc, tu vois, pour avoir quand même une flexibilité et un truc rapide. C'est ça. Mais je trouve que finalement, je pense aussi la difficulté ou une des choses qui peut aider justement quand tu as justement des associés qui sont plus trop dans l'opérationnel, c'est justement de définir des limites claires en disant en fait admettons, en prenant le sujet des finances, mais en fait toute dépense en dessous de 200 € ou je ne sais quoi, mais en fait tu peux la gérer, pas besoin de me demander ou enfin déterminer des cas comme ça et du coup en fait toi tu sais aussi à quel moment en fait, tu aimerais qu'on vienne te voir et elle a cette liberté de dire ah ok, c'est bon en fait. T'es médium parce que c'est exactement le cas qui s'est passé là ce matin. On avait un sujet de changement de flotte des casques de réalité virtuelle et en fait, on s'est rendu compte que justement ne pas avoir mis cette limite ou en tout cas ce plafond en dessous duquel en fait vous y allez les gars, vous avez les compétences techniques pour le faire. Et en gros, il y a une décision de changement de casque qui n'a pas été faite parce qu'ils pensaient que c'était trop cher. Et tu vois, et en plus, le trop cher pour eux, c'est peut-être pas trop cher pour nous, dans le sens où la boîte, on sait ce qu'elle peut faire ou pas faire. Et donc, c'est pas sa faute. Et du coup, de ne pas avoir mis de plafond, justement, on est passé à côté d'une info. Et heureusement qu'on creuse parce que ça fait peut-être un mois qu'on change pas volontairement
en tout cas, eux ne Ouais. changent pas de casque, qui commence à être défectueux à cause d'une incompréhension Ouais, sur c'est ça, ça. tu vois. Et au final, ton client, s'il se retrouve avec ce casque-là, il va être insatisfait, il va plus revenir, quoi. Enfin, ouais. Exactement. Ok, bah, super. Euh, du coup, quand vous aviez créé le premier escape game, à quel moment vous vous êtes dit, bah, c'est bon, maintenant on peut en ouvrir un deuxième? Enfin, qu'est-ce qui vous a... On a commencé donc en 2015 le premier et en 2018 on a ouvert le second, Ok. mais avec quasiment donc un an de retard avec les problèmes de travaux que je Ouais. t'évoquais. C'est en fait tout simplement qu'on a vu que nos week-ends étaient complets. Ok. Donc ça, je te parle d'un temps Ouais, où il y avait beaucoup moins, ancien. j'imagine. On était 2 ou 3 escapes sur le marché et je peux te dire que pour réserver un samedi, fallait s'y prendre peut-être une semaine en avance. D'accord. Et tu avais des gens le dimanche matin à 10h. Chose qui Ok. aujourd'hui n'est plus N'est du plus. tout possible. Donc du coup, bah, ça, quand tu vois que ton planning est plein, et en fait, tu dis, bah, je peux plus pousser les murs. J'ai fait mes 8 Ouais. salles dans mes 500 mètres carrés. Et donc, on a cherché, franchement, au bout d'un an, un an et demi, au premier bilan, on s'est déjà posé la question. Ok, ouais. Ouais. Ok, ouais, donc ça allait hyper rapide. Ouais. Ok. Et il n'y avait pas trop encore de concurrence aussi. Donc, on s'est dit, voilà, que c'était Ouais, il faut aller important vite de faire accélérer vite, parce ouais. que... On était dans un monde quand même où il y avait moins de 200 escape games en France. Ouais. Mais même, je crois que nous, quand on a lancé le premier, on devait être dans les 50 premiers. Ok. Et maintenant, il y en a quasiment 900. Tu vois, pour te Ok, donner ouais, l'ordre ah oui, d'idée. Donc, ouais, on ok. était vraiment au bas de la Ouais, courbe 20 fois d'adoption. plus, Ouais. quoi. Ouais, Exactement. ouais, ok. Punaise, ok. Donc, en fait, une fois que vous avez ouvert, du coup, les différentes salles, après, du coup, vous êtes... j'aimerais bien qu'on parle du sujet, justement, de la franchise Ouais. dans lequel vous êtes associé à la Rush Mhm. Challenge Game. Euh, Moi, la question que je me pose sur tout ce qui est franchise, c'est de se dire, bah, voilà, tu as un concept, tu pourras peut-être nous le détailler un peu Ouais. plus, mais donc tu as le concept. Comment, en fait, tu dupliques tout ça? Enfin, parce qu'il y a un vrai sujet, finalement, de process. Ouais. Comment est-ce que tu t'assures ça, de former aussi, j'imagine, les franchisés? Ouais. Enfin, comment vous avez mis tout ça en place? Alors, du coup, on s'est associé avec Amandine et Jane qui ont créé le concept, la marque Rush. Ok. Donc, elles, c'est marrant, c'est nos anciennes concurrentes en escape game il y a du coup 8-9 ans. Ok. Elles avaient lancé juste avant nous. Ok. Et nous, on était dégoûtés. On se disait, ah, putain, il y a déjà un escape à Bordeaux. Bon, maintenant, il y en a 16. Mais tu vois, pour te dire à l'époque comment on était en tension sur ça. Et du coup, on a toujours gardé contact. Et du coup, elles ont eu besoin de trouver des associés pour augmenter le financement et justement faire un gros établissement dès le Ouais. début à Bordeaux. Et donc, le concept, juste pour la petite parenthèse, c'est comme un Fort Boyard. Ah, En ok. gros, tu as un parcours de 10 salles. Dans chacune des salles, tu as 6 minutes par salle pour réaliser un défi. Et chaque salle, en gros, est thématisée Ok. à la fois au niveau décor et au niveau de l'action que tu as à Ok. faire. Voilà. Du coup, tu as les araignées et tout. Alors, tu n'as pas les araignées, mais tu sors de là, tu as un petit Ouais. coup de chaud. Donc, Ok, c'est ouais. c'est très cool. Ouais. C'est la version, on va dire, plus tactique et plus sportive de l'escape game. Ok. Et donc, le sujet franchise, c'est un vrai sujet parce que dans la tête des gens, c'est facile et surtout, c'est sexy. Ouais, parce que tu te dis, t'as d'autres qui travaillent pour toi et après Exactement. tu... Sauf que la réalité, et les filles sont vachement plus dans l'opérationnel. Nous, au début, on a aidé pendant un an à l'accélération Ouais. et trouver les premiers franchisés. Et maintenant, elles gèrent l'opérationnel. Et je peux te dire que ce qu'elles abattent comme taf, bah, c'est tout sauf sexy parce que c'est beaucoup, beaucoup d'organisation. Et en gros, le gars qui te signe une franchise, il signe autant pour le concept, mais derrière, les 80% les plus importants, c'est comment tu l'accompagnes. D'accord. C'est justement pour la partie locale Ouais. dont on a parlé, c'est comment on trouve son local. Et en plus, bah, c'est lui donner toutes les spécificités techniques que tu as, parce que justement, lui est peut-être pas dans le secteur du loisir et il a besoin de toi sur tous D'accord. ces aspects-là. Ouais. Et après, bah, c'est comment tu lui donnes son set de les assets de com. La charte, elle sera toute prête. Je te donne tous les outils. En fait, quand tu n'as pas le temps et que tu vois qu'il y a un marché qui est à prendre, même si tu es bon ou que tu es dans le loisir, nous, en fait, ça peut être le choix d'ailleurs de plus tard de reprendre une franchise et pas Ok. forcément créer un truc. Parce que si tu vois qu'il y a un train qui est en train de partir, tu es en gare et tu n'as pas le temps, en vrai, prendre une franchise, c'est un super choix. Parce que du coup, tu vas aller super vite. Tu vas pas avoir à faire toute la phase de conception. Et dès que tu auras trouvé un local, tu seras prêt à appuyer sur le bouton Ouais, start. ok. Et du coup, quand vous accompagnez, une personne vient vous voir et dit Ouais. voilà, j'aimerais être franchisé. Ouais. Du coup, il y a quoi? Il y a un playbook. Ouais. Enfin, on te dit exactement, tu dois acheter ce matériel-là, tu Ouais, ouais. dois acheter. Elles sont accompagnées de A à Z. On va te donner même la taille de la prise, la hauteur sous plafond qu'il faut, Ok. les références de chacun des tout petits accessoires qu'il y aura dans les salles, le budget aussi afférent. Donc, c'est aussi une garantie d'être à 5-10% de ce qu'on va t'annoncer, parce Ouais. qu'on l'a déjà vécu à Bordeaux et les filles l'ont préparé pour déjà 8 établissements. Ok. Donc là, c'est affiné et donc tu as la double garantie. La garantie que le concept fonctionne, que
on va te guider pour exactement tout ce qui est acheté et que tu vas rester dans une enveloppe maîtrisée. Ah, ok. Et du coup, en termes d'équipe aussi, du coup, tu sais clairement combien de personnes, à quel poste tu dois les embaucher. Oui, aussi, tu as ça. Tu Ouais. as toute la gestion RH, parce qu'un centre rush à Bordeaux va être très similaire d'un centre rush je sais pas, à Belfort ou à Paris. Ouais. Au-delà juste du chiffre d'affaires, l'organisation est similaire parce que c'est un logiciel qui est automatisé, l'accueil est similaire. Enfin, 99% des process sont les mêmes. C'est D'accord. juste qu'à Paris, ils sont plus remplis. Donc lui, il a juste peut-être une surcharge de RH à anticiper. Super. Mais tout le monde a le même setup Ok. RH et les mêmes process, quoi. Donc en fait, limite, tu peux faire venir les gens dans ton rush, Ouais. les former en stage et après Exactement. ils ouvrent le leur et... Ou à Paris ou à Ouais, Bordeaux, ouais, mais en enfin. gros, ils viennent en immersion. S'ils viennent en immersion 3 jours avec les filles à Bordeaux, à Talence, bah en soi, tu repars avec ces 3 jours-là et tu déclines exactement la même chose dans ta Ok, vie. ouais. Ok. Et donc, si toi, tu viens jouer à Belfort, tu as la même expérience qu'à Paris. Sur le parcours, c'est exactement la même chose. Donc, Ok, l'idée, c'est d'avoir des choses vraiment dupliquées. ouais, ok. Ah bah super, super intéressant. Et du coup, j'imagine, finalement, tu as beaucoup moins de... Enfin, en tant que franchisé, du coup, tu as beaucoup moins de stress, quoi. Enfin, parce que du coup, tu sais exactement ce sur quoi... Enfin, comment tout fonctionne, tes salariés... Enfin, il y a vraiment tout qui est cadré, quoi. Enfin, Le plus gros boulot, c'est l'amont. C'est Ouais. du coup de l'avoir fait et pour Bordeaux. Ouais. Et une fois que tu l'as fait pour Bordeaux, il y a une chose de le faire pour toi, mais après, il y a tu le sais, hein, le mètre carré et Ouais. mettre toutes les infos pour qu'après, ça soit Ça- compréhensible pour les autres, Ok, quoi. ouais, ouais. Mais Et- du coup, c'est bien parce que la courbe de taf, elle est censée diminuer parce que maintenant que tous les sujets sont abordés pour tous, passer du 1 à 2, c'est très compliqué, mais du 7 à 15, 15, 20, 30, bon, il y a d'autres sujets après qui Oui, arrivent, c'est ça, ouais. mais c'est quand même beaucoup plus simple. Ok. Et toi, du coup, en fait, enfin, juste pour comprendre, ça ressemble à quoi, du coup? C'est un énorme Notion, par exemple, ou un document PDF où il y a tout dedans? Enfin, comment ça Ouais, se... c'est un Notion pour le rendre plus stylé et sympa, Ouais. parce que Notion est quand même sympa comme Ouais. outil pour rendre la chose un peu sexy d'un point de vue graphique sans rentrer dans un truc où il y a besoin de beaucoup de code. Ouais. Donc il y a tout, et après quand tu rentres en profondeur, s'il y a des arborescences, ça Ouais. peut renvoyer vers de l'extérieur. Ok. Ça peut se renvoyer aussi vers du Google Drive où on a besoin potentiellement de changer des trucs et de les mettre Mettre à à jour, disposition, de enfin, mettre à jour. Mais ouais, c'est une giga bible en Ouais, fait, ouais, sur c'est lequel ça, tu ouais. peux aller te servir en fonction des choses que tu as pour éviter l'effet pareil de je t'appelle. Ouais. Parce que alors là, autant tu l'as avec tes employés, mais là tu peux l'avoir fois 1000 parce que ça peut être non seulement le gérant de Belfort, Ouais. ça peut être l'employé de Paris qui a un souci. Et donc, plus tu mets de pare-feu avec une organisation au cordeau avec un Notion Ouais. ultra clair, bah, tu t'évites un nombre d'appels et de dérangements. Ok, ouais. Et du coup, les gens dans la franchise, enfin les franchisés, Oui. ils doivent respecter vraiment ce cahier des charges. Enfin, dans le sens, si tu veux avoir... Enfin, tu n'as pas de marge de manœuvre en soi. Alors, sur la partie vraiment jeu, Ouais. les jeux doivent fonctionner comme on l'indique parce que c'est Ouais, sinon- l'installateur. On a un installateur du coup qui est associé à la société Rush, Ouais. qui a un centre lui qui fait à Angers. Et donc du coup, lui, il vient installer la même chose partout. Après, on a une latitude sur la partie déco Ouais. où il y a un minimum de standards. Et si tu as du budget, tu peux faire au-dessus. Oh, ok, ouais. Imagine, il y a une salle, c'est une piscine à boules. Ouais. Si tu veux faire avec des boules incroyables, réfléchissantes, qui changent de couleur pendant l'expérience, tu peux. Mais on a un minimum de standards. Donc, Ah, ok, ouais. imaginons que la salle te coûte 10, tu peux mettre 20 dans ta salle. Si tu veux Ouais, mettre ouais. des néons, des trucs supplémentaires, tu fais ce que tu veux. Mais il y a un minimum de standards à avoir respecter, partout. quoi. Ouais. Ok, super. Super intéressant. J'aimerais aller aborder un prochain chapitre. C'est toute la partie pilotage. Parce que toi, du coup, bah, tu as 4 établissements, tu es encore actionnaire chez Rush, etc. Comment... voilà, je serais curieux de savoir comment, en fait, tu structures déjà tes équipes avec tes 4 établissements. De savoir, est-ce que déjà, est-ce que c'est une même équipe ou est-ce que c'est 4 équipes différentes? Ouais. Alors déjà, ça, on a fait le choix, nous, de séparer. À chaque concept égale une boîte. Ouais. Donc, Virtual Room, Escape Hunt, Rush, Urban Quest, c'est 4 entités différentes. Et juste là, on a changé de structure avec mon associé JB. C'est qu'on a, au lieu d'être payé au début, on était payé par une des structures en assimilé salarié. Et après, le reste des revenus, c'était des dividendes potentiels qui remontaient en tant que personne à nous en fin d'année. Et là, on a notre comptable, ça faisait 3 ans qu'il nous tannait avec ça. On a fait la fameuse holding que tout le monde trouve génial, ce qui effectivement est génial, même si ça ne te sauve pas tous les maux possibles. Mais c'est censé du coup maintenant fluidifier
les remontées de revenus et surtout la façon dont tout est organisé. Organisé, ok. Mais ça veut dire que tes équipes, tu as une équipe qui est Escape Hunt, une Virtual Room, et en fait, tu peux pas, je sais pas, il y a une personne qui est malade dans un, tu peux pas demander à une autre d'y aller. Ouais, on n'a pas fait ce choix-là, on a vraiment séparé les œufs pour se dire, en plus, elles n'avaient pas toutes les boîtes les mêmes situations. Des prêts bancaires sur une, pas de prêts bancaires, des boîtes plus à risque, des boîtes en fait qui sont plus à marge parce qu'elles ont moins de RH. Donc, on a préféré tout séparer. Et du coup, c'est à nous, au début, je te le disais quand on avait préparé ça, au début, vraiment, notre rôle avec JB, c'était juste faire le pompier. C'est tel jour, bon, c'est quoi l'urgence du jour? Là-bas, j'ai un problème de casque. Là-bas, il m'appelle parce qu'il y a un problème de congé, il faut aller 1 heure à l'accueil, il faut ouvrir. Là-bas, les clim ne marchent plus. En fait, au début, on n'a fait que ça. Encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on faisait que pompier. Donc, ça évitait presque d'avoir des ressources partout, mais nous, on faisait le bouche-trou dans chacune des boîtes. Et maintenant, on essaye plus d'avoir un peu de recul au-dessus. Parce que si tu fais pas ça, il n'y a personne qui le fait. Tes boîtes, elles ont beau être bonnes à l'opérationnel, il n'y a personne qui regardera la trésor, qui regardera les investissements que tu peux faire, le chiffre d'affaires, le développement à long terme. Et tout. Donc, on a pris du temps pour ça. Et après, on s'est dit, bon, il faut aussi faire les OKR pour que tous les mois, à un moment donné, on ne faisait plus de réunions. Parce que quand on s'est chargé de faire ça, on se disait, pourquoi les prévenir? Non, mais on ne va pas les déranger. Et après, on est revenu sur ça pour faire du descendant, mais aussi reprendre les remontées terrain. Que le danger de se mettre au-dessus, c'est qu'en fait, de plus jamais aller dans tes établissements, c'est très dangereux pour nous. Sachant qu'on n'a que des clients, tu es déconnecté. Donc, moi, ça m'est arrivé il y a 6 mois d'aller dans un des locaux et de dire on fait comme ça maintenant. Tu vois? Et ça m'a choqué. Et pour eux, c'était pas choquant parce que l'info s'était perdue entre-temps. Elle a dit, ah oui, ça, on fait plus. Alors, tu vois, on avait par exemple installé un mécanisme dans une salle à 5 000 € le mécanisme. J'ai envie qu'il fonctionne. Là, au bout d'un moment, il dit ça, on le fait plus. Je dis pourquoi? Parce qu'il marche plus. Mais ça, j'avais pas eu à la remonter. Donc, le gros défi de ça, si tu veux te mettre un peu au-dessus de la mêlée, c'est de ne pas perdre les connexions parce que sinon, après, tu loupes énormément de choses. Ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue d'Éric Larchevêque. Il me semble à un moment, ils avaient changé de bureau et du coup, il avait eu le gros bureau du PDG, tu vois, enfin, le gros truc et tout. Et il disait, mais en fait, à ce moment-là, ils ont commencé à avoir plein de problèmes. Parce qu'en fait, le fait qu'il soit dans un bureau à part, alors qu'avant, il était dans l'open space, plus personne n'allait voir. Plus personne n'allait voir. Et du coup, il est retourné dans l'open space, et là, du coup, il y avait moins de problèmes. Et je trouve ça hyper intéressant sur... comment tu fais en sorte que l'info te remonte. Et justement, je pense que c'est un sacré challenge pour vous aussi, parce que du coup, en plus, vous avez 4 activités, enfin, vous avez 4 établissements différents. Donc, en fait, je pense que si t'es pas proactif, en fait, tu perds le lien. Et surtout s'ils ont peur de nous déranger. Parce que nous, l'effet Tour d'Ivoire, il peut être là. Parce que JB, tu vois, maintenant, il a déménagé, il n'est plus à Bordeaux. Moi, je ne vais plus forcément tous les jours. Et clairement, je n'y vais pas tous les jours dans les établissements. Je passe comme ça, je sais pas, 2-3 fois par mois. Mais du coup, il n'y a plus le contact physique. Ah tiens, je voulais te parler de ça. Donc effectivement, si ce n'est pas codifié qu'il faut faire des remontées à quel moment, pour quel sujet, tu peux perdre énormément de choses. Et du coup, c'est quoi les routines que vous avez mis en place pour assurer ça, justement, cette remontée d'infos? Alors, beaucoup de documents. On a beaucoup de docs partagés. Là, je parle sur ma partie où moi, je fais donc plutôt le marketing et aussi la maintenance, qui est un gros sujet des établissements. Donc, on a 11 salles de jeu, tu vois, pour Escape Hunt. Donc, rien que ça, à lui tout seul, c'est un sujet en soi. On a testé 1 milliard de trucs. Est-ce qu'on fait des groupes WhatsApp? Est-ce qu'on fait des Messenger? Mais bon, les Game Masters, ça les saoule parce qu'ils reçoivent des trucs qui ne les concernent pas sur une salle qui ne les concerne pas. OK, alors on fait un channel par salle. Ça ne marche pas non plus. Bon, on a testé. Donc là, maintenant, c'est simple. Il y a plein de Game Masters. Il remonte à un référent dans la boîte qui lui-même saisit sur un document que moi, je consulte. D'accord. Mais tu vois, ça a mis 8 ans pour trouver un truc qui arrive un peu à fonctionner, quoi. Et du coup, toi, en gros, c'est quoi? C'est des documents en gros que eux ils mettent, par exemple, je sais pas, moi j'ai un problème sur cette salle-là au niveau de la maintenance ou cette machine elle est cassée. Et du coup, toi, tu regardes ce document une fois par jour, enfin une fois par semaine. Ou je regarde régulièrement et il y a des niveaux d'alerte. Urgent, pas urgent. En gros, ce qui est ultra urgent, c'est ce qui dégrade l'expérience du jeu et c'est visible. Typiquement, je sais pas si sur cette table, il fallait appuyer sur un bouton, le bouton ne marche plus, ça ouvre plus la porte, ça c'est urgent. Par contre, il y a des trucs semi-urgents, un truc qui se dégrade, ou alors un truc, on a un bouton sur le Post Game Master qui fait semblant que le jeu marche. Tu as plusieurs degrés. Et donc après, on a une réunion tous les 15 jours pour traiter les degrés d'urgence et savoir qui se met sur telle urgence. D'accord, ok. Donc ça veut dire que toi, dans cette réunion-là, tu es avec tous les responsables et du coup, tu limites, vous décidez, je sais pas, il faut rappeler le peintre pour refaire la peinture parce qu'elle se dégrade. On essaie de faire 80% passe par des choses qu'on sait faire nous. Et après, il y a décidé à quel moment on appelle un prestat extérieur pour réparer quelque chose. Ok.
Donc, du coup, tu as cette routine-là au niveau de la maintenance. Et Ouais. après, sur tout le reste, tu as quoi? Tu as des réunions mensuelles avec toutes les équipes, je sais pas moi, par, euh, Par pôle, c'est ça en pôle fait. ou... Ouais. Donc Ouais. par exemple, JB, lui, sur sa partie commerciale, avec chaque personne qui gère le B2B dans chacune des boîtes, il a un call spécifique tous les mois Ok, pour gérer sa partie commerciale avec lui. ok. Et moi, sur la partie marketing com, bah, sur Escape Hunt, je le fais plus ou moins seul. Mais sur Virtual Room, il y a un des référents, les 3 managers à plat, dont c'est le rôle. Et lui, j'ai un call spécifique avec lui où on n'embête pas les autres. On fait que notre call sur ce D'accord, ouais, sujet-là. sur ce sujet-là. Donc tu le comprends, l'agenda déjà est rempli de plein de petites couleurs. Ouais, c'est ça. Où déjà de base, en fait, il y a déjà, je sais pas, ouais, une dizaine d'heures par semaine, alors ouais, entre 5 et 10 déjà qui sont remplies forcément de base toutes les semaines par des réunions. À part des routines, Ouais. ouais, c'est ça. Alors après, on essaye, tu vois, j'ai essayé de voir pas mal pas de bouquins, mais de gens sur YouTube qui parlent d'organisation et se forcer déjà, mine de rien, à mettre des créneaux courts. Ouais. Ben, mine de rien, tu le fais en ces 15 minutes. Alors que Ouais, si tu mets exactement. 30 ou 45 minutes, tu vas avoir tendance naturellement à dire, ouais, on a 45 minutes, donc On c'est a bon. le temps. Non, je suis d'accord avec toi. Et donc là, j'essaie de me forcer à réduire, parce que là, maintenant, des créneaux d'1 heure, mais Ouais, ça paraît insensé de faire Non, une je suis heure sur un d'accord, sujet, quoi. ouais. Mais en fait, je trouve que c'est comme tu dis, on peut compresser au max et en une demi-heure, même parfois en un quart d'heure, tu peux. Ouais. Après, c'est toujours la question de on est des humains et on a envie du côté social. Et du Oui. coup, en fait, comment est-ce que tu arrives? Et c'est pas évident. Moi, j'ai pas la réponse. Oui, parce que si on fait que le 15 minutes de genre, on se parle à peine, comment ça va? Parce que vu qu'on les voit plus, Bah, si exactement, il y t'as a ça pas un aussi. peu de 5 minutes de et toi et machin, et en ce moment, parce que ça sert aussi, t'as raison, de garder le lien. Exactement. Ou parfois dans les moments off, comme tu dis, bah, tu as des choses qui te remontent, alors qu'en Ouais. fait, si t'es bim bim bim, t'enchaînes les sujets, bah, comment est-ce que Carrément. tu arrives à. Ah ouais, ouais. Mais non, mais c'est passionnant. Enfin, je pense que c'est toujours un sujet un peu sans fin, je Ouais. dirais. Ouais. Et tu vois, le truc sur lequel je pense à ça pour l'amélioration, un truc qu'on fait pas encore assez, c'est automatiquement mettre comme ordre du jour pour la prochaine ce qu'on a dit à la réunion d'avant. Ouais. Parce que ça, je trouve qu'on le fait pas assez, tu vois. Et ça, chaque fois, je me dis, putain, on n'a pas noté, ou alors Du coup, tu as des infos qui sont qui perdues. sont Quoi. perdues. Ou bien, tu devrais te dire un truc simple, c'est à la fin de ce call, bon, en gros, mec, il y a juste, je sais qu'on a parlé de 15 trucs. S'il te plaît, 2 trucs. Ces 2 trucs-là, dans un mois, ils sont réglés. Ouais, et tu ouais. vois, et ça, on peut encore progresser là-dessus. Ouais, sur le suivi de Ouais. toutes ces. Parce que je sais pas encore, est-ce qu'il faut qu'on le note quelque part ou est-ce que c'est tout de suite dans l'agenda Ouais, ouais. de la semaine, enfin du mois d'après, Ouais, lui ouais. il le sait, est-ce qu'on le coche, est-ce qu'on a une to-do, Après, c'est toujours la question, est-ce que tu as des comptes rendus, par exemple, tu vois, Ouais. je sais pas, tu as une fiche Notion, par exemple, Ouais. pour toutes tes réunions avec, on reprend l'exemple de la maintenance, et Ouais. du coup, en fait, à la suite, tu mets toujours les sujets, tu vois, et en fait, automatiquement, en dessous, Ouais. tu vois qu'est-ce qui a été décidé la fois d'avant. Parce que ma grande hantise, c'est commencer à empiler les trucs. Ça, Ouais. ça me fait flipper à Ah, chaque c'est fois. clair. Et mettre en place, genre pendant des heures, un truc qui, en fait, 3 mois après, Ah ouais, non, il est plus rempli. Non, C'est le gros sujet qu'on a, ça. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est un des gros sujets que tu as. Et aussi, bah, tu as quand même une complexité, c'est-à-dire que tu as 4 établissements. Donc, Ouais. donc, comment réussir à garder les choses simples tout en. Ouais, parce qu'en plus, tu peux même pas raisonner en un seul fichier pour tout le monde parce que chaque boîte est une sous-branche du loisir et n'a pas le même mode de Ouais, fonctionnement. exactement. Donc, ouais. Ok. Toi, c'est quoi du coup un peu les KPI que tu suis au quotidien ou à la semaine, hein, enfin. On va regarder beaucoup le nombre de résas. Ouais. On va regarder pour la partie commerciale le nombre de devis qu'on fait tous les mois, Ouais. le volume de CA. Ce qui est bien maintenant aussi, tu vois, là par exemple, on est sur un mois de juin vraiment pas bon. Ok. Et ça rassure parce que du coup, quand tu as le chiffre de 4 boîtes, tu sais que c'est pas toi. Mais tu Parce sais que que Puis c'est. c'est systémique. Ouais. Donc ça peut être le tram, ça peut être les fortes chaleurs. J'en ai parlé aussi avec d'autres confrères, bien sûr. Mais quand c'est pas juste une société, du coup, on a beaucoup de chiffres marché. Donc s'il y a une baisse de 20% partout, tu te dis, OK, ça peut être le temps, etc. Ouais. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on suit le chiffre d'affaires de suffisamment de structures pour avoir des tendances Ouais. et savoir comment on est positionné bien, pas bien. Et en fait, même quand tu as des infos chiffrées, il y a des choses sur lesquelles en fait, on ne peut pas forcément agir. C'est Ouais. ça qui est dur. Par exemple, le B2B, vu qu'il y a une offre de loisirs maintenant pléthore, au début, les gens ils faisaient bowling, laser game, ciné. Tu avais 3-4 karting. Voilà. Tu avais 3 trucs. Là maintenant, tu peux faire du lancer de hache, tu peux faire de l'action M, de l'escape game. L'escape game, il y en a 15. Tu peux faire de la VR, tu peux faire du quiz, tu peux faire du blind test. En fait, en gros, chaque boîte, avant qu'elle refasse un cycle en se disant tiens, on refait de l'escape game, t'en as peut-être pour 10 ans. Elle en a pour 10 ans de faire des trucs tous les ans. Donc en fait, il y a inexorablement le B2B qui chute, mais c'est pas lié à nos stratégies.
Donc, il faut arriver à faire la part des choses entre qu'est-ce qui baisse ou qui augmente d'ailleurs, parce que des fois, c'est aussi le marché qui augmente et ce n'est pas tes actions. Oui. Donc, c'est très compliqué pour nous de dire on a fait des actions et il y a un résultat et on est certain que c'est lié à l'action qu'on vient d'engager. Nous, ce qu'on se dit juste, c'est on veut pas, pour avoir zéro regret, c'est quelles sont les actions qu'on estime être celles qui ont le plus de chances de réussir et on le fait. Comme ça, au moins, après, tu n'as pas de regret. Si le marché, à un moment donné, a baissé, tu as la conscience tranquille. Quoi. Exactement. Ouais, ok. Donc, tu suis le nombre de réservations, le volume B2B, le nombre de devis qu'on peut rentrer, parce que ça, c'est un indicateur aussi. L'enrichissement des bases de données aussi. JB, c'est un gros sujet. Il utilise pas mal d'outils pour aller chasser des nouveaux contacts sur Bordeaux qui peuvent être des décideurs, que ce soit des assistants de direction, des gens dans des boîtes. Moi, je travaille beaucoup la cible agence événementielle. Parce qu'après, le deal, l'idée, c'est d'avoir des prescripteurs, tu vois, de ne pas être le seul à ramer avec ta cape de commercial tout seul à essayer d'envoyer des mails. Donc, on a cartographié l'ensemble des agences Nouvelle-Aquitaine et parisiennes qui un jour peuvent avoir des besoins soit d'envoyer un team building chez toi, ou vu qu'on a des solutions nomades, ils ont un château qu'ils ont réservé à côté à Bordeaux, ils cherchent une animation, nous on déplace soit nos casques de VR, soit un escape game mobile et on va les voir. D'accord. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on suit beaucoup ? On suit beaucoup la RH, c'est-à-dire pour Escape Hunt par exemple, on a des salariés et on a de temps en temps aussi des auto-entrepreneurs qui viennent aider pour faire quelques parties en plus. Et donc nous, on suit le ratio de le plus possible, nos CDI font des heures et après, il y a un petit ratio de complément qui est les auto-entrepreneurs dont on va avoir besoin sur une partie isolée. Pour améliorer ta rentabilité d'une certaine manière. Et du coup, d'avoir le bon compromis ou quand tu as des mois plus faibles, que tu n'aies pas une masse salariale avec 30 personnes. Mais par contre, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut être prêt le jour où un mois de décembre, tu fais x2 de chiffre d'affaires. Si tu n'as pas assez de ressources, c'est criminel de bloquer des créneaux. Ça, c'est un truc un des OKR de mon manager qui suit les plannings, c'est moins de 20 créneaux bloqués par mois sur les hotspots, donc soir et week-end. Et du coup, petite réglette, si jamais c'est loupé ça, c'est con parce que c'est vraiment de la perte de CA. Parce qu'on sait pertinemment qu'un samedi, si tu n'as pas eu assez de staff et que tu m'as bloqué un 15h un samedi, c'est sûr que j'ai perdu de l'argent. Voilà. Ok. Et tu as aussi des... Toi, finalement, tu peux jouer sur la rentabilité ou pas vraiment? Parce que j'ai l'impression, au final, tu as beaucoup de coûts fixes. Donc, en fait, au final, tu as... Tu peux jouer sur des trucs. Tu peux jouer sur l'augmentation du panier moyen quand ils viennent sur place. Typiquement, là, on a essayé pas mal de choses intéressantes. Ça ne viendra pas révolutionner ton CA, mais on arrive presque là à doubler les boissons vendues sur place à Escape Hunt. Ça tient en une expérimentation qui est en fait tout con. C'est en fait, on a déplacé le frigo. En gros, les boissons n'étaient pas visibles à part une petite étagère. Et en fait, on a, tu sais, comme dans les bars, les vitrines en bas, là, tu sais. En verre, là. En verre, là. Depuis qu'on l'a mis à côté du bureau d'accueil, plus 40% de vente. Parce qu'en fait, c'est con, mais les gens, s'ils n'ont pas le truc devant eux, ils vont pas y penser. Donc là, on va peut-être expérimenter un autre truc. On a une fontaine à eau en libre accès. C'est sûr que si tu l'enlèves, est-ce que ça fait x2 ou est-ce que ça fait 10% ? Si ça fait 10%, on va pas le faire. Mais tu vois, par exemple, au padel, là j'en viens, on en parlait à l'instant, tu vois, la fontaine à eau, au début, sur le bar, ils en mettaient. Bon, je pense que eux, là, depuis, ils le mettent plus. Je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui prennent une petite bière à la fin, qui prennent un petit coca, un petit quelque chose. Donc, nous, on n'est pas dans l'obligation de fournir de l'eau. Tu peux aller aux toilettes, on ne va pas laisser quelqu'un mourir de soif, ou tu vas à la cuisine, tu remplis un verre d'eau. Mais si tu as de l'eau ultra fraîche, c'est sûr que tu ne peux pas t'attendre pareil à de la conso. Donc ça, il y a mine de rien, il y a eu pendant 5 ans, on n'avait pas augmenté les prix. Et en fait, comme tu l'as dit, on a beaucoup de charges. Les loyers sont indexés sur l'inflation. Les salaires, on les augmente tous les ans. On suit au minimum l'inflation. Donc à bout d'un moment, on s'est dit, tiens, mais en fait, on n'a pas augmenté les prix. Donc, tu peux jouer sur les prix. Tu peux jouer après sur 2-3 trucs en B2B en leur proposant aussi des choses complémentaires comme une salle de réunion privatisée, service de traiteur. Mais bon, tu atteins une limite. Au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus tout optimiser. Et aujourd'hui, notre point mort, il est à 95% optimisé. Tu ne peux pas diviser par 2 ton point mort. Voilà. Donc après, c'est forcément arriver toujours à faire plus ou moins le même chiffre. Donc c'est vraiment, en fait, tu mets vraiment ton focus sur le commercial. En fait, c'est ça qui drive. C'est ton chiffre. Parce que tu peux faire... là, on est arrivé au bout des optimisations du point mort. Si ton point mort, je sais pas, il est à 50 000, tu peux pas demain le dire, il sera à 25. Hyper intéressant. Avant, tu disais justement que tu étais en mode pompier, là. Et maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Tu dirais que c'est quoi, finalement, qui a fait ce switch? Est-ce qu'en fait, c'était un switch de posture? C'est-à-dire où vous vous êtes dit avec ton associé JB,
bah, c'est bon, on arrête? Ou est-ce qu'au final, qu'est-ce qui a amené à ce changement? C'est une bonne question, c'est multifacteur. Il y a l'envie déjà d'avoir des semaines moins chargées. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux travailler moins, il faut qu'il y ait une partie de ce que tu vas arrêter de faire qui soit transférée ailleurs. Et du coup, c'est une bénédiction parce que ça a un effet positif sur les équipes. On arrivait à... Ça faisait 4 ou 5 ans qu'on n'avait pas eu un changement dans les équipes CDI. Ah ouais. Donc ça veut dire que globalement, on ne doit pas si mal travailler que ça, nous en tout cas en tant que manager, c'est que les gens sont plus ou moins quand même contents de travailler avec nous et dans les sociétés. Et du coup, si tu commences à sentir qu'elles atteignent un plafond de verre, c'était un bon moment de repartir sur un cycle de peut-être 2-3 ans où elles vont avoir des nouvelles perspectives. Et on les sentait prêtes aussi. Ça a été aussi un peu demandé. On les sentait aussi à l'aise parce qu'il y en a qui ont peut-être 5-6 ans de boîte déjà. Donc c'est ils bon. ont de l'expérience, ils savent comment ça tourne. Ça, et pour la première fois de notre vie avec JB, c'est le perso qui a dicté le pro et pas l'inverse. Donc j'ai 2 petits-enfants. JB voulait aussi du temps et il a 2 petits-enfants avec sa chérie. Donc en gros, on s'est dit, bon, là, on veut plus de temps pour nous. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. On va arrêter de fonctionner à... On a beaucoup de boulot, donc il faut assumer cette partie-là de boulot. À qu'est-ce qu'on veut d'un point de vue perso. Et en fonction de ça, si on veut ça veut dire qu'il faut travailler peut-être que 25 ou 30 heures max. Mais ça, pour que ça soit possible, il faut déléguer. Et c'est à cause de ça ou grâce à ça qu'on a été obligé de rentrer dans un focus de délégation. Quoi. En fait, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est un choix qui a amené à ça. C'est pas... je vois que mon activité, elle est plus cool. C'est vraiment... en fait, vous avez pris cette décision. Et du coup, est-ce qu'au final, même ça vous a coûté plus... Enfin, je sais pas comment dire, vous avez dû embaucher des personnes en plus au final ou même pas? Non, même pas. On a fait un grand tri aussi dans ce qu'on a distribué en dessous. Parce qu'il y a aussi la grande différence entre s'occuper et travailler. Parce qu'il y a des choses qu'on a gardées en tête de ma fiche de poste, entre guillemets, à moi, c'est ça pendant 10 ans. Mais ça se trouve, il y a des trucs que je fais machinalement et je les ai jamais remis en question. Donc, il y a, je dirais avec JB, un bon tiers qu'on a fait sauter en s'apercevant que ça ne va rien changer. Et après, les 2 autres tiers, on les a redispatchés. Et puis après, si tu améliores tes process, tes tâches, elles sont censées être faites de plus en plus rapidement aussi. Ouais, exactement. Moi, tu prêches un convaincu. Hein. Moi, ça me fait plaisir. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, justement, ton vécu par rapport à ça. Parce qu'au final, tu as ta situation personnel qui a évolué où tu te dis je veux être moins investi dans le business et tu as pris ce risque en guillemets de dire ok en fait on va changer notre façon de travailler avec nos équipes, je vais changer moi ma posture, je vais prendre un risque parce qu'en soi tu peux aussi dire ça tu passes de 60 heures travaillées à 35 et au final les faits sont là, c'est que en fait ça continue à bien fonctionner. En plus vos équipes sont plus engagées aussi parce que du coup elles se disent c'est bien, j'ai aussi plus de responsabilités, il y a une évolution possible. Carrément. Et du coup ça faut juste, on se l'est dit avec JB, la seule règle c'est d'être prêt si jamais il y a coup de feu à revêtir encore le casque de pompier si jamais il y a besoin. Mais en fait c'est vachement plus serein pour nous de se dire ça peut être que temporaire. Exactement. Et pas rentrer dans on l'a essayé un mois, tu paniques un peu, remachine en arrière, tu vois. Parce qu'après c'est sûr que là ça fait quand même un petit moment que c'est en place, si demain tu me dis il faut que je refasse 60 heures semaine, je vais être pas content. C'est ça. Mais si c'est temps, une semaine, tu as un gros coup de feu, il y a un sujet, le jour, je sais pas, où on changera de salle, tu sais que tu as peut-être un mois, il faut peut-être remettre un petit peu plus d'heures. Mais en soi, l'idée, c'est de rester là-dessus. Mais non, mais c'est trop bien parce que du coup, comme tu dis, au final, tu peux... tu es aussi prêt à accepter ça en te disant, en fait, peut-être pendant un mois, je vais travailler plus, mais en même temps, je sais que le reste du temps, c'est plus tranquille. C'est ça. Donc... hyper intéressant, mais je te propose pour la fin, j'ai des rapides petites questions qu'on peut aborder. Voilà. Là, je vais commencer par la première. C'est quoi la pire erreur organisationnelle que tu as faite? En fait, j'en ai déjà un peu parlé. C'est celle pour Virtual Room avec le manager recruté un peu trop tôt. Mais je vais essayer de réfléchir à une deuxième. Pour Urban Quest, donc la partie jeu de piste. À l'inverse, là, on a beaucoup trop tardé à recruter. Et du coup, ça a été trop porté sur le taf des associés. Et ça a été, je pense, même un frein du développement de ne pas avoir eu quelqu'un qui pouvait y consacrer 100% de son énergie tout le temps. Donc, vu que c'est une boîte qu'on a montée juste un peu avant le Covid, qui pendant le Covid, les jeux en extérieur, on ne pouvait plus. On l'a mis aussi un petit peu entre parenthèses. Potentiellement, on a raté peut-être un peu de développement. Alors que si on avait eu quelqu'un, elle aurait pu bosser l'après-Covid pour redémarrer plus rapidement. Super. Un livre que tu conseilles?
Alors, un livre que je conseille, franchement, des livres business, j'en lis pas beaucoup parce que déjà, j'essaie de me remettre à lire des livres juste pour le plaisir ou en tout cas des BD. Donc, ça sera peut-être pas des livres. Qu'est-ce que j'ai vu comme Non, ou contenu une ressource ou un contenu, Ouais, j'aime bien regarder des contenus sur l'IA, enfin des vulgarisateurs. Il y a Ludovic Sen, un truc comme ça. Faudrait que je retrouve, mais en gros, même tout créateur de contenu qui fait un peu des démos IA. Parce qu'en fait, je trouve que ça va tellement vite et j'ai pas le temps, parce que je sais que je vais m'y perdre. Tu vois, quand tu commences à jouer avec ces trucs-là, c'est comme un jouet. En fait, c'est un jouet. Donc, j'ai peur de me dire, je peux passer une semaine à tester des trucs qui en fait vont servir à rien. Donc, je préfère me dédier un peu de temps avec des contenus, et il y a des youtubeurs qui font ça très bien, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire et c'est quoi l'état de l'art actuellement. Juste pour savoir si, à un moment donné, ça peut peut-être rentrer dans les trucs qu'on peut implanter dans la boîte. Quoi. Mais ça, c'est justement ce que je vois ça beaucoup avec mes clients, justement, où en fait, tu as envie d'essayer quelque chose, un objet brillant d'une certaine manière, un lien. Sauf qu'en fait, le temps que tu trouves vraiment le cas d'usage qui va être pertinent pour ton business, parfois, comme tu dis, en fait, ça peut prendre du temps. Quoi, ça. Et on peut perdre énormément de temps. Franchement, je trouve que c'est pire qu'avant. Autant la veille avant, tu allais voir 2-3 blogs, au bout d'un moment, c'était chiant et boring, tu disais, bon, allez, c'est bon, j'arrête. Mais là, en fait, c'est tellement... c'est sans fin. Quoi. C'est sans fin. En plus, après, tu peux aller la génération d'images, les vidéos. Ah, mais tiens, si on mettait des vidéos en place et tout... c'est très dur parce que c'est une boîte de Pandore que tu ouvres, potentiellement. Donc, Ça marche. Prochaine question. Qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries au quotidien ? Le sport. Le sport. J'ai mon sac de paddle là dans le couloir. Je me suis mis à un truc que je pensais jamais faire. On en avait parlé. Où j'insultais gentiment tous les gens qui couraient tous les jours de la semaine. Quoi. Si je t'avais croisé, j'aurais dit mais regarde-moi ce concourir là. Et en fait, je suis tombé dans la marmite aussi. Et je dois dire que c'est top parce que si tu prends un parallèle business, ça te rappelle qu'il y a des trucs quand même qui sont chiants à faire et qu'il faut faire. Et c'est ça qui te permet de progresser. Le parallèle avec la course à pied, il est exactement là-dedans. Et qu'en vrai, quand il y a des moments où t'en as un peu marre, ou tu sens que tu n'as pas toutes les cartes, ou même juste il faut changer d'air, en fait, c'est très salvateur de prendre ses baskets. Tu peux le faire tout le temps. Tu n'as pas besoin de faire un call, d'aller à une salle. Et tu dis, là, j'ai 30 minutes. Et le bien-être que ça fait derrière, où tu as le sentiment de, OK, de toute façon, j'ai fait ma journée. Et ça, c'est le petit échappatoire qui permet de tenir. Trop bien. Faut qu'on s'inscrive à une course maintenant ensemble. Ouais, toi, là, je vois ton bracelet de 100 km, tu me fais peur encore. Moi, tu sais, c'est 10 fois moins pour l'instant. Mais je suis plutôt sur les 10. C'est ça. Mais on en fera carrément. Et pour terminer, la question que je te poserais, c'est une boîte que tu aimerais voir. Une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement de l'intérieur. Ses process, comment elle est organisée. J'aimerais bien voir l'intérieur d'un gros restaurant. Ok. Ça me fascine un peu parce que tu as le côté un peu militaire de la cuisine. C'est vrai. Tu as la gestion des stocks. Pour que tout arrive chaud. Tout arrive chaud. Alors déjà, rien que la logistique de le passage cuisine salle. La gestion des stocks, ça doit, à mon avis... Et je me demande comment c'est géré. Parce que est-ce que c'est le chef qui... Un peu de fenouil, un peu de truc, mais c'est sûr qu'il n'y en aura pas, t'inquiète boss, il n'y aura pas de perte. Ou en fait, est-ce qu'ils ont déjà des process de malade par rapport à faire le métier de restaurateur il y a 20 ans Je serais ultra curieux de voir, et surtout les gros. Tu vois, je sais pas, même des trucs comme des grosses halles ou des restos qui font énormément de couverts. Je serais curieux de voir comment ils gèrent ça. Hyper intéressant. C'est une bonne idée pour prochain invité au podcast. Tu peux peut-être en trouver sur Bordeaux. Super, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut suivre ton actualité ? Le plus simple, c'est LinkedIn. Je documente un peu toutes nos aventures et un peu les coulisses aussi du monde du loisir. Je mets aussi des éléments de veille sur le secteur, donc pour tous ceux que ça peut intéresser. Et je mets aussi des petits trucs perso, mais toujours avec le rapport business dev, on va dire. Et du coup, c'est Tarek Moutawakil, nom de famille un peu compliqué, mais Tarek, si vous tapez, je pense qu'il n'y en a pas de 36 non plus. Voilà. Ça marche. Merci pour ton invitation. Merci pour ce moment qu'on a partagé, pour ta transparence. C'était vraiment un super moment. Merci à toi. Et puis à bientôt. Salut, ciao. Ciao.